Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de redéballage de boîtes, redéballage de packs plutôt. Aujourd'hui les profondeurs de Yos, le 5e pack du cycle de la civilisation oubliée. La première carte gardien, ce sont les menottes. C'est un soutien de niveau 0 qui coûte 2, qui a les traits objet et police. Action, si les menottes ne sont pas attachées à un ennemi, échapper à utiliser uniquement sur un ennemi humanoïde. Cette tentative d'évasion utilise la force au lieu de l'agilité. En cas de réussite, attachez les menottes à l'ennemi auquel vous venez d'échapper. Si l'ennemi attaché est non élite, il ne peut pas se redresser et les fatalités ne peuvent pas être placées sur lui. Donc cette carte-là, qui n'occupe aucun emplacement, vous la jouez depuis votre main. Elle est dans votre zone de jeu. Et si à un moment donné, vous êtes engagé avec un ennemi humanoïde, vous dépensez une action, vous faites un test de force contre l'agilité de l'ennemi humanoïde. Si vous réussissez, vous lui attachez les menottes. Voilà. Comme c'est une tentative d'évasion, vous l'inclinez, vous vous désengagez. S'il est élite, il se passe rien de spécial. Par contre, s'il est non élite, il ne peut pas se redresser et aucune fatalité ne peut être placée sur lui. Alors déjà les menottes ne servent qu'une seule fois. Une fois qu'elles sont attachées à un monstre, elles restent attachées. Si le monstre est vaincu, elles sont défaussées. Donc les menottes, ça sert une seule fois. Vous allez dépenser une action pour les poser en jeu, vous allez dépenser une deuxième action pour les attacher à votre ennemi. Pour de l'évasion. D'accord. Alors, le test d'évasion utilise la force plutôt que l'agilité. Ça déjà, la plupart des gardiens, je crois pas qu'il y ait d'exception, la plupart des gardiens ont plus de force que d'agilité. Donc ça sera plus simple. En plus, vous avez probablement des boosts de force. Un flic en patrouille en jeu, une carte entraînement... J'oublie toujours le nom, entraînement physique je crois, le talent de la boîte de base. Éventuellement vous pouvez booster avec maîtrise. Enfin bref, vous avez de bonnes chances de réussir votre évasion. Mais ça vous prend 2 actions, alors que si vous avez un gardien qui est un bon combattant, normalement 2 actions, vous infligez 3 ou 4 dégâts. Enfin, en 2 actions, vous faites 2 attaques qui, normalement, si vous avez de bonnes armes, vont faire chacune 2 dégâts. Si vous y mettez assez de ressources, normalement vous réussissez les 2 attaques. À moins que ce soit un ennemi élite, mais bon, si c'est un ennemi élite, de toute façon, vous utiliseriez pas les menottes, donc la comparaison n'a pas de sens. Mais contre un ennemi non élite, en 2 actions, vous pouvez normalement faire 4 dégâts. Donc, les menottes, pour un ennemi humanoïde non élite, mais qui a plein de dégâts, ça semble assez restreint comme utilisation. Par contre, l'intérêt des menottes, c'est que l'ennemi... Enfin, voilà. Donc les menottes par rapport au combat, on va dire ça comme ça déjà. Les menottes par rapport au combat, ça sent pas... Par contre, l'intérêt des menottes, c'est que l'ennemi 1, il ne se redresse pas. Toujours pareil, s'il est non élite. Il se redresse pas, du coup vous avez plus à vous en soucier de toute la partie. Alors qu'en cas d'évasion, si l'ennemi est chasseur, il revient. Et s'il n'est pas chasseur, il reste quand même dans le lieu. Si vous devez repasser par le lieu, vous allez de nouveau devoir l'engager. Et les fatalités ne peuvent pas être placées sur lui. Alors comme d'habitude, je vais pas montrer plein d'ennemis, pour pas divulgacher, pour ceux qui ont fait peu de campagne, mais il y a certains ennemis sur lesquels on place des fatalités. Il y a des cartes rencontres qui font placer des fatalités sur les humanoïdes. La menotte, vous ne vous souciez plus de votre ennemi humanoïde sur ce plan-là. Et il ne sera pas une cause d'accélération du jeu. Alors du coup, est-ce que les menottes, c'est très intéressant? Moi, je les ai jamais jouées. Dans un deck gardien combattant, la plupart du temps, je vais combattre. J'essaierai de me débrouiller pour avoir une arme avec suffisamment de nombre d'attaques, on va dire. Par exemple, la machette, voilà, il n'y a pas de munitions. Un pistolet pour quand la machette inflige les dégâts un par un, et j'ai pas besoin des menottes.
Menottes éventuellement ça pourrait être utilisé par un gardien non combattant, mais pour le moment il n'y a que Caroline Fern. Et c'est vrai que moi Caroline Fern je l'ai jamais joué en solo. Si je la joue c'est en duo ou en trio, et si je la joue en duo ou en trio, eh bien il y a un combattant. Et dans ce cas-là, le combattant s'occupe de tous les ennemis. Caroline Fern éventuellement elle a un flétrissement ou un j'ai un plan. Donc non, les menottes c'est pas quelque chose que j'ai envisagé jusqu'à présent. Ça changera peut-être un jour, mais pour le moment ce n'est pas le cas. Carte suivante, Éclipse sanglante, c'est un événement de niveau 3 qui coûte 1, qui a les traits sort et esprit. Subissez jusqu'à 3 dégâts en tant que coup supplémentaire pour jouer l'éclipse sanglante. Combattre, cette attaque utilise la volonté au lieu de la force. Vous gagnez plus 1 de volonté et infligez plus 1 dégât pour cette attaque pour chaque dégât subi en tant que coup de cette carte. Donc c'est un événement, usage unique. Si vous vous blessez si vous infligez jusqu'à 3 blessures, vous faites une attaque à la volonté, qui a jusqu'à plus 3 en volonté et plus 3 dégâts. Donc ça peut faire une grosse attaque en un coup. On va regarder les investigateurs. Caroline Fern, elle a une volonté de 3. Léo Anderson, il a une volonté de 4. Mark Harrigan, une volonté de 3. Roland Banks, une volonté de 3. Tommy Muldoon, une volonté de 3. Et Zoé Samaras, une volonté de 4. Donc en encaissant quelques dégâts, ça fait quand même une attaque avec de bonnes chances de réussite et jusqu'à 4 dégâts en un coup. En plus de ça, c'est le trait sort. Il y a certains ennemis qui sont plus sensibles au sort. Donc oui, ça peut être une bonne carte pour les combats contre un ennemi de fin de scénario ou un ennemi très coriace. Le truc, c'est que bien sûr, il faudra avoir la capacité à encaisser tous les dégâts. Donc, probablement soit beaucoup d'alliés, soit une carte détermination exemplaire, soit être en duo avec un investigateur qui a de bonnes capacités de soins. Donc j'aime beaucoup cette carte, je crois que je l'ai encore jamais jouée parce que, tout simplement, c'est pas l'amélioration prioritaire. Moi, en général, je prends d'abord s'en tenir au plan, le flic en patrouille, toujours sur ses gardes. Ensuite, une arme améliorée, etc., etc. Et cette carte-là, je pense que vraiment, je l'intégrerai à la fin du, 6e ou 7e scénario. Mais sur le papier, j'aime vraiment beaucoup cette carte. Ah, j'avais préparé les onglets avec les cartes il y a longtemps, je me souviens plus de tout ce que je voulais dire. Oui, à noter, comme compétence gardien, on a Intrépide, qui ajoute un icône de volonté, donc qui peut booster l'attaque avec l'éclipse sanglante. Et si vous utilisez ça comme première action, ensuite Intrépide reste dans votre zone de jeu pour vous donner plus 1 à chacune de vos autres compétences. Et si vous choisissez de faire l'attaque à l'éclipse sanglante comme première action de votre tour, et première action parmi tous les investigateurs, vous pouvez attribuer prendre l'initiative, qui vous donnera un bonus de plus 3. Donc si vous en donnez les moyens, votre attaque elle est réussie, et encore une fois elle peut faire de 1 à 4 dégâts. Ah oui, si vous jouez... Si vous jouez Tony Muldoon, je crois que c'est le seul qui peut, ou... Ouais c'est ça. Si vous jouez Tony Muldoon, vous pouvez inclure comme allié Jessica Hyde, qui va sortir dans le pack à la recherche de Cadas, fin du mois, ou mois suivant, je sais plus. Jessica Hyde, donc, survivant, de niveau 1, qui coûte 3, qui a 3 de santé, 1 point de santé mentale, qui donne plus en force, qui entre en jeu avec 2 dégâts, mais qui dit, après la fin de votre tour, soignez 1 dégât de Jessica Hyde. Donc vous utilisez l'éclipse sanglante, vous acceptez de vous prendre 3 dégâts, vous en mettez 2 sur Tony Muldoon, vous en mettez 2 sur Jessica Hyde, et elle finira par se soigner. Alors là, l'unique carte chercheur, nourrir l'esprit. C'est un soutien de niveau 3 qui coûte 2, qui occupe un emplacement d'arcane, qui a le trait sort. Utilisation 3 secrets.
Action, incliner, nourrir l'esprit et dépenser un secret. Effectuez un test d'intelligence 0. Piochez une carte pour chaque point de réussite. Ensuite, si votre main dépasse sa taille limite, subissez une horreur pour chaque carte dans votre main en excès. Alors, de la pioche de cartes. Comme pioche de cartes, un grand classique qui vient du sang sur l'autel, c'est Croquis absurde. Un événement de niveau 0 qui coûte 2. À jouer uniquement s'il y a un indice dans votre lieu, piochez 3 cartes. Et dans Retour à l'héritage de Dunwich, il y a la version de niveau 2 qui ne coûte plus aucune ressource. Nourrir l'esprit, ça coûte 2, comme Croquis absurde, mais c'est un soutien, ça pourrait être utilisé plusieurs fois. 3 fois exactement. Vous faites un test de difficulté 0, donc qui ne va être raté que si vous piochez un échec automatique ou un gros malus. Sachant que vous avez un deck chercheur, donc de base 4 ou 5 d'intelligence, probablement 1 ou 2 bonus, la capacité éventuellement de vous rajouter un bonus de 1, donc je pense que la plupart des tests vous les ferez avec une compétence de 5, 6 voire 7. En normal vous attendez à piocher un -2, -3, donc vous piocherez a priori 3 cartes à chaque fois. Enfin moi en tout cas c'est ce que j'espère. Donc nourrir l'esprit, je m'attends à ce que chez un chercheur lambda, ça me fasse l'équivalent de 3 croquis absurdes. Donc 9 cartes piochées en tout. Le fait de prendre une horreur par carte en excès de la taille de main limite, nourrir l'esprit, vous n'allez pas le jouer quand vous avez une main quasiment pleine. C'est plutôt une fois que vous avez vidé votre main, il vous reste plus qu'une carte. Si vous reste plus qu'une carte, même voire 2 cartes en main, il vous faudra en piocher 7 pour être en excès. Si vous prenez 1 ou 2 horreurs, pour un chercheur en général c'est pas un problème. En plus, ce problème-là on peut le pallier sans problème avec l'assistante de laboratoire. Voilà, soutien de niveau 0 qui coûte 2, qui occupe un emplacement d'allié, qui a les traits allié, miskatonique et science, et qui vous dit la taille limite de votre main est augmentée de 2 pendant la vérification de votre limite de main lors de la phase d'entretien. Réaction, après l'entrée en jeu de l'assistante de laboratoire, piochez 2 cartes. Donc, maintenant votre taille de main limite est de 10, encore moins probable que vous ne vous preniez une horreur. Les provisions de la carte, ce sont des secrets. Encore une fois, j'ai l'impression que j'en parle à chaque vidéo maintenant. Il y a un certain nombre de cartes, notamment chercheurs qui utilisent des secrets. Bon là il y a une liste, voilà. Et il y a des cartes de recharge de secrets, notamment de la fiction à la réalité, événement de niveau 0 qui coûte 2, qui a 2 icônes d'intelligence, à jouer uniquement s'il y a un indice dans votre lieu, placez 2 secrets sur un soutien que vous contrôlez. Donc vous vous donnez 2 utilisations supplémentaires. De la fiction à la réalité ça vous coûte 2 ressources, c'est une carte à jouer, donc ça vous fait 3, on va dire, équivalents actions. Ça vous donne 2 secrets, ces 2 secrets ça se traduira par la pioche a priori de 6 cartes, donc 6 équivalents actions, ou l'équivalent de 6 actions de base, je sais pas comment appeler ça. On a aussi, c'est toujours pas traduit, je me souviens jamais du nom de cette carte en français. Bon, révélation, je sais pas, étonnante. Quand vous cherchez dans votre deck, donc en faisant du tutorat, si cette carte-là est parmi les cartes dans lesquelles vous cherchez, soit vous gagnez 2 ressources, soit vous placez un secret sur un soutien que vous contrôlez. Donc, vous tutorez sur votre deck, si vous révélez cette carte-là, une utilisation de plus pour nourrir l'esprit. Et il y a aussi extatique, compétence mystique, un icône d'intelligence. Si ce test de compétence est réussi pendant une enquête, placez une charge ou un secret sur un soutien que vous contrôlez. Voilà. Donc, nourrir l'esprit, ça permet de piocher à 3 reprises, plus si on recharge. Quand on pioche, on peut s'attendre à piocher 3 cartes en mode normal, enfin 3 cartes à chaque fois. C'est assez peu probable qu'on se prenne des horreurs. Si on s'en prend quelques-unes, c'est pas trop gênant parce qu'on a un chercheur qui a la capacité à encaisser. Et moi, c'est une carte qui m'intéresse particulièrement dans un deck Mintifan. Bon, Mintifan, chercheur, intelligence 4. Réaction, après qu'un investigateur dans votre lieu a attribué une carte à un test de compétence, la carte attribuée gagne une icône libre jusqu'à la fin du test.
limite d'une fois par round pour chaque investigateur. Et elle a une carte, bon je lis pas tout le reste de la carte. Ah, je l'ai pas préparé là. Bon bref, elle a un soutien qui dit qu'après qu'elle a attribué une carte à un test de compétence, elle incline analyse astucieuse je crois. Moi je m'en souviens plus, ça doit être marqué là. Esprit analytique, voilà. Elle incline esprit analytique et elle pioche une carte. Donc Minty-Fan, c'est une chercheuse qui va vouloir attribuer beaucoup de cartes. Les compétences les plus efficaces sont celles qui sont ciblées pour un usage particulier, mais il faudra les piocher. Et nourrir l'esprit permettra à Minty-Fan de piocher rapidement la compétence dont elle a besoin, pour elle-même ou pour un autre investigateur. Voilà, donc moi Minty-Fan, effectivement, je lui mets en général dans son deck de quoi avoir de la pioche et les compétences qu'elle utilisera pour soutenir tout son groupe. Et désormais, depuis la sortie du pack dans les griffes du chaos notamment, il y a Studieux qui rentre bien dans son deck, c'est un soutien niveau 3, un talent permanent. Vous débutez chaque partie avec une carte supplémentaire dans votre main de départ. Donc, au lieu de piocher 5 cartes puis de faire le mulligan, vous piochez 6 cartes et vous faites le mulligan. Si vous en mettez 2 copies, c'est 7 cartes. Et la possibilité de faire un mulligan, donc vous avez quand même de très bonnes chances de commencer la partie avec les cartes dont vous avez besoin. Et les cartes suivantes, carte truand. Le Colt de poche, c'est un soutien niveau 0 qui coûte 2, qui occupe un emplacement de main, qui a les traits objet, arme, arme à feu illicite, utilisation 5 munitions, action dépenser une munition, combattre, vous gagnez +1 en force pour cette attaque inflige +1 dégâts. Force et à la fin du round, défausser le Colt de poche. Donc c'est une arme qui coûte 2, qui fait +1 en force et +1 dégâts, ce qu'on attend de chaque arme, qui a 5 munitions, c'est beaucoup, mais qui est défaussée à la fin du round. Donc c'est une carte qui va être très bien, à condition qu'on arrive à trouver des combos pour l'utiliser jusqu'à 5 fois. On a par exemple un atout dans la manche qui vient du pack là où le destin attend. C'est un événement de niveau 3 qui coûte 0, très ruse, exceptionnel, rapide à jouer uniquement lors de votre tour. Vous avez le droit d'effectuer 3 actions supplémentaires durant votre tour. Donc normalement vous avez 3 actions. Première action, vous jouez le Colt, et il vous reste encore 5 actions pour vider le Colt. Le problème, je vérifie... Ouais, ça j'en parlerai après, pardon. Vous avez aussi Sursis, dont j'ai parlé il y a peu. C'est un soutien de niveau 3 qui coûte 1, qui occupe un emplacement d'arcane, très rituel, exceptionnel, action, placer une ressource sur Sursis en tant que clic, jusqu'à un maximum de 3 clics sur Sursis, ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Forcez, quand votre tour débute, retirez tous les clics de Sursis, vous avez le droit d'effectuer autant d'actions supplémentaires à ce tour. Donc vous avez Sursis qui est en jeu. Au début de votre tour, vous retirez les 3 clics, ça vous donne 3 actions. Vous avez 6 actions, vous posez le col de poche, vous tirez 5 fois. Autre possibilité, tour de passe-passe, qui vient du pack, fin de la boîte, la route de Carcosa. Événement niveau 0 qui coûte 1, très ruse. Rapide à jouer uniquement lors de votre tour. Mettez en jeu un soutien objet de votre main. À la fin de votre tour, si ce soutien est toujours en jeu, renvoyez-le dans votre main. Donc, tour de passe-passe, vous payez 1, vous mettez le Colt de poche en jeu. Vous avez vos 3 actions pour tirer. Et si rien ne vous a forcé à défausser le Colt, il revient dans votre main, vous pourrez le rejouer. À noter que jusqu'à présent, à chaque fois je parlais, bon, sauf pour tour de passe-passe, de la nécessité d'utiliser une action pour poser le Colt de poche. Mais le Colt de poche, il est illicite, c'est-à-dire que si vous jouez receleur, vous inclinez receleur, le Colt il gagne rapide, ça vous prend pas d'action. Donc, de base, vous avez vos 3 tirs, 4 si vous avez Léo Deluca en jeu, plus si vous avez une autre solution pour gagner des actions. Et, ah oui, il y a quand même un truc, à part si vous jouez tour de passe-passe ou receleur, ça va vous coûter une action de poser le Colt. Si vous jouez le Colt, c'est pour tirer tout de suite. Si un ennemi engage avec vous, vous posez le Colt, vous prenez une attaque d'opportunité. Donc il faudra y penser.
soit faire une évasion, mais la plupart du temps ça vous coûtera une action, sauf si vous jouez fine, ou alors s'en servir pour tirer sur l'ennemi engagé avec un autre investigateur, à voir. Mais en tout cas, voilà, il faut essayer de le poser en action rapide, si on est engagé, et deuxièmement, il faut profiter de ces gains d'action pour tirer plus que 3 fois. Carte suivante, coup de grâce. C'est un événement de niveau 0 qui coûte 2, qui a 2 icônes de force, tactique, condamné. Infligez un dégât à un ennemi dans votre lieu. Si l'ennemi est vaincu par cet effet, piochez une carte. Si c'est votre tour, terminez votre tour. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Bon, vous payez 2, vous infligez un dégât direct. Il n'y a pas de test. Si ça tue l'ennemi, vous piochez une carte. Mais par contre, ça vous fait terminer votre tour si c'était pas votre dernière action. Et ça provoque pas d'attaque d'opportunité. Alors ça peut être intéressant pour les ennemis distants. Ça peut être intéressant pour les ennemis qui sont durs à toucher, qui ont peu de points de vie. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant marqué? Ouais, rien. À noter, dans le pack par-delà les limites, il y a la compétence porte-flingue. Niveau 0, un icône d'agilité. Si ce test de compétence est réussi lors d'une tentative d'évasion, la prochaine fois que l'ennemi auquel on a échappé subit des dégâts ce tour, infligez-lui un dégât supplémentaire. Vous faites d'abord une tentative d'évasion avec porte-flingue, vous réussissez votre évasion, ensuite vous payez 2, vous jouez coup de grâce, et vous infligez 2 dégâts à l'ennemi. Si ça suffit pour le vaincre, vous piochez une carte. Mais bon, ça vous a coûté 2 cartes et 2 ressources. Alors, coup de grâce, il y a quand même aussi, j'ai pas détaillé, il y a 2 icônes de force, toujours intéressant. Ouais, pas grand chose à dire sur cette carte, j'ai jamais joué, c'est intéressant, mais ouais. À tester. Carte suivante, la clé squelette. Soutien de niveau 2 qui coûte 3, qui a 2 icônes d'intelligence, qui a les traits objet, relique, maudit, exceptionnel, rapide, action, attachez la clé squelette à votre lieu. Si elle est déjà attachée à votre lieu, détachez-la et renvoyez-la dans votre zone de jeu à la place. Fixez la valeur occulte du lieu attaché à 1. Donc, vous jouez depuis votre main, ça vous coûte pas d'action, mais ça vous coûte 3 ressources. Puis pour une action, vous l'attachez à votre lieu. Un peu plus tard, pour une action, vous la détacherez de votre lieu pour la remettre dans vos zones de jeu. Et dans le lieu suivant, vous la réattacherez au lieu. Mais le lieu a maintenant une valeur occulte de 1. Alors, ramener la valeur occulte d'un lieu à 1, c'est quand même fort. C'est pas que pour vous, c'est pour tout le monde. Ça va servir pour l'enquête, mais aussi pour tout ce qui se joue en fonction de la valeur occulte du lieu. Donc bien évidemment, ça vous permettra d'enquêter assez efficacement sans avoir besoin d'utiliser la lampe torche. Les outils de crochetage ne devraient pas casser sur ce lieu-là. Autre chose, si vous jouez Lola Santiago, vous l'inclinez, vous dépensez X ressources, vous découvrez un indice dans votre lieu où X est la valeur occulte de votre lieu. C'est pas la valeur occulte imprimée, c'est la valeur occulte à un moment donné. Avec la clé squelette, la valeur occulte est de 1. Et bien maintenant, pour 1, une ressource, pas d'action, vous prenez un indice dans votre lieu. Voilà. Alors, exceptionnel, vous pouvez en avoir qu'une dans votre deck, ça vous coûte 4 XP, mais je trouve que c'est un effet très puissant. Si je joue un truand d'enquête, comme par exemple Finn Edwards, début de campagne, je dirais que je lui mets, alors si je peux, je lui mets 2 loupes, probablement 1 ou 2 lampes torches. Ensuite, j'améliore pour qu'il ait 2 outils de crochetage, et probablement aussi la clé squelette. Voilà, moi je trouve que c'est une très bonne carte. Ah oui, qu'est-ce que j'avais noté? Tiens, c'est bizarre, là j'ai élucidé l'affaire, je comprends pas pourquoi. Bon, aucune idée, élucider l'affaire, parce que là pour le coup, c'est la valeur occulte du lieu, pas la valeur occulte imprimée, donc si vous passez la valeur occulte à 1, vous avez qu'une ressource. Par contre, décrypter la réalité, qui vient du pack perdu dans le temps et l'espace. C'est un événement de niveau 5 qui coûte 4, qui a le trait perspicacité. Enquêter, la difficulté de ce test de compétence est égale à la valeur occulte la plus élevée parmi les lieux révélés en jeu.
En cas de réussite, découvre un indice de chaque lieu révélé en jeu. Donc mettons que Finn joue avec un chercheur. Finn attache la clé squelette au lieu qui a la valeur occulte la plus élevée. Cette valeur occulte passe à 1. Donc la valeur occulte la plus élevée, c'est maintenant la valeur occulte d'un autre lieu. Donc l'utilisation de décrypter la réalité sera plus facile pour le chercheur. Voilà. Carte suivante, carte mystique. Brume de R'lyeh, la version de niveau 4. C'est un soutien qui coûte 2, qui occupe un emplacement d'arcane, qui a le trait sort, utilisation 5 charges, dépenser une charge, échapper à. Cette tentative d'évasion utilise la volonté au lieu de l'agilité. Vous gagnez plus 3 en volonté pour cette tentative d'évasion. En cas de réussite, après avoir échappé à l'ennemi choisi, vous avez le droit de vous déplacer vers un lieu connexe. Si un symbole crâne, cultiste, tablette, tentacule ou échec automatique, chose ancienne ou tentacule échec automatique, est révélé lors de cette tentative d'évasion, choisissez et défaussez une carte de votre main. Au niveau 0, il y avait une charge de moins. Il n'y avait pas de bonus de volonté, et je crois que c'est la seule différence. Voilà. Donc une tentative d'évasion très solide, à 5 reprises. Voilà, donc si vous avez un deck qui veut jouer l'évasion, un deck mystique qui veut jouer l'évasion, je trouve que commencer la campagne avec Brume de R'lyeh de niveau 0, c'est nécessaire, et dès que vous pouvez, vous passez au niveau 4, ça vous fait quand même plus 3 en volonté, sachant que très probablement entre votre compétence de base et vos bonus, vous serez à 6, ça vous fait quand même un test à 9 contre une difficulté qui pour la plupart des ennemis va être de 2 ou 3, de temps en temps 4. Donc très bonne carte d'évasion chercheur. En carte d'évasion chercheur, avant ça on avait lié un monstre dans la boîte de Dunwich, un événement de niveau 2 qui coûte 3, trait sort, échapper à, cette tentative d'évasion utilise la volonté au lieu de l'agilité. En cas de réussite et si l'ennemi est non élite, échappez-lui et attachez-lui lié à un monstre. Réaction, quand l'ennemi attaché devrait se redresser, effectuez un test de volonté 3. En cas de réussite, l'ennemi attaché ne se redresse pas. En cas d'échec, défaussez lié à un monstre. Lié à un monstre, c'est un événement, ça marche qu'une seule fois. Ça vous permet pas de vous déplacer vers un lieu connexe, mais par contre, ça peut bloquer un ennemi pendant longtemps. Un ennemi qui est non élite. Donc lié à un monstre, ça serait contre un ennemi non élite, mais gênant et qui a chasseur. J'ai jamais mis ça dans un de mes decks mystiques. On avait aussi bannissement dans le pack le nom secret, un événement de niveau 1 qui coûte 2, trait sort, échapper à utiliser uniquement sur un ennemi non élite. Cette tentative d'évasion utilise la volonté au lieu de l'agilité. En cas de réussite, déplacez l'ennemi auquel vous venez d'échapper vers n'importe quel lieu en jeu. En cas de réussite et si un symbole crâne, cultiste, tablette ou chose ancienne a été révélé lors de cette tentative d'évasion, cet ennemi ne se redresse pas lors de la prochaine phase d'entretien. Donc, là on a une tentative unique d'évasion à la volonté. Si vous réussissez votre évasion, vous déplacez l'ennemi vers n'importe quel lieu en jeu, donc vous le mettez le plus loin possible. Et si vous piochez le bon jeton, en plus il ne se redresse pas, donc il va mettre très longtemps à vous rattraper. Mais encore une fois, usage unique. Bref, Brume de R'lyeh, évasion, déplacement vers un lieu connexe, et s'il y a un contre-coup à votre sort, vous perdez une carte de votre main, c'est pas trop gênant. Carte survivant, faire avec les moyens du bord. C'est un événement de niveau 0 qui coûte 1, qui a les traits tactiques et improvisés. Vous avez le droit de jouer faire avec les moyens du bord depuis votre pile de défausse. Si vous le faites, mélangez-le dans votre deck après avoir résolu ses effets. Enquêtez, votre lieu perd 1 de valeur occulte. Si vous avez joué faire avec les moyens du bord depuis votre pile de défausse, découvrez un indice supplémentaire en cas de réussite. Donc la carte ne coûte qu'un. Ça peut être utilisé éventuellement dans un deck caché son jeu qui a Madame la Branche. Vous diminuez de 1 la valeur occulte de votre lieu, toujours intéressant. Si vous le jouez depuis la pile de défausse, vous trouvez un indice supplémentaire. Très intéressant.
Et la carte, le fait de pouvoir la jouer depuis la main ou depuis la pile de la défausse, c'est-à-dire que cette carte-là vous permet de faire 2 enquêtes. À chaque fois, avec une valeur occulte diminuée de 1. Alors, j'adore cette carte-là. Petit problème, il n'y a pas d'icône, et l'effet le plus intéressant, c'est quand on la joue depuis la défausse. Donc, on veut l'avoir dans sa défausse pour la jouer à son plein potentiel, mais on ne peut pas l'attribuer un test. Du coup, si on veut jouer faire avec les moyens du bord, on a intérêt à mettre dans son deck acculé. Un soutien de niveau 2 qui coûte 2, qui a le trait talent, action rapide, défausser une carte de votre main, vous gagnez plus 2 à votre valeur de compétence pour ce test, limite d'une fois par test. Donc, vous défaussez faire avec les moyens du bord à acculé pour vous donner plus 1 à une valeur de compétence, et ensuite vous pouvez jouer faire avec les moyens du bord depuis votre défausse. Ou alors vous le mettez dans un deck Wendy Adams. Wendy Adams est là comme réaction. Quand vous révélez un pion KO, choisissez et défaussez une carte de votre main, annulez l'effet de ce pion et remettez-le dans la réserve du KO. Révélez un nouveau pion KO, limite d'une fois par test capacité. Donc vous piochez un jeton qui ne vous convient pas, vous défaussez faire avec les moyens du bord pour remplacer le pion, et maintenant vous jouez faire avec les moyens du bord depuis la défausse. Autre investigateur qui aime bien cette carte-là, Ashcan Pit. Action rapide, défausser une carte de votre main, redresser un soutien que vous contrôlez, limite d'une fois par round. Et ben voilà. Il défausse faire avec les moyens du bord pour redresser son soutien, par exemple Duke. Et, encore une fois, il a la carte dans la défausse qui peut utiliser à son plein potentiel. Autre chose encore, autre investigatrice en l'occurrence, Patrice Attaway, qui dit, alors là c'est pas encore traduit en français, durant chaque phase d'entretien, au lieu de piocher une carte, défaussez toutes les cartes non faiblesse de votre main et piochez jusqu'à avoir 5 cartes en main. Elle ne peut pas conserver les cartes en main, elle va les défausser. Elle va faire ça très rapidement. Si elle n'a pas de faiblesse en main, c'est 5 cartes qui sont défaussées à chaque round. Du coup, très rapidement, faire avec les moyens du bord va se retrouver dans la défausse et être prêt à être utilisé à son plein potentiel. Autre chose, Patrice, elle a comme carte signature un soutien, le violon de Patrice, qui occupe un emplacement de main et qui dit action rapide, choisissez et défaussez une carte de votre main et inclinez le violon de Patrice. Choisissez un investigateur dans votre lieu pour soit gagner une ressource, soit piocher une carte. Du coup, même elle n'a même pas besoin d'attendre la phase d'entretien pour défausser faire avec les moyens du bord. Elle utilise son violon, elle défausse faire avec les moyens du bord, soit elle se prend une ressource pour payer faire avec les moyens du bord, soit elle pioche une carte en remplacement, et maintenant elle fait son enquête, et si tout se passe bien, elle trouve 2 indices. Carte suivante, le vieux fusil de chasse. C'est un soutien de niveau 3 qui coûte 3, qui occupe les 2 mains, qui a les traits objet, arme, arme à feu, utilisation 3 munitions, action, dépenser une munition, combattre, vous gagnez plus 3 de force et infligez plus de dégâts pour cette attaque. Si un symbole crâne ou tentacule est révélé lors de cette attaque, l'arme s'enraye. Cette attaque échoue automatiquement. Avant que vous ne puissiez activer cette capacité à nouveau, vous devez effectuer la capacité suivante. Action, vous débloquez le mécanisme. Un combat à plus 3 en force et plus de dégâts. C'est très efficace. Par contre, ça prend les 2 mains, ce qui vous interdit d'avoir une carte comme le journal ou comme la lampe torche pour booster vos enquêtes, si vous jouez en solo, ou même avoir une autre arme. Ça n'a que 3 munitions, et il y a ce problème de l'enrayement de l'arme. Voilà. L'arme s'enraye, vous échouez automatiquement. Crâne ou tentacule, en début de campagne de Carcosa, c'est de mémoire 4 jetons sur, je sais plus combien, 15 ou 14, ou peut-être 16. Enfin, c'est 1 sur 3 ou 1 sur 4. Donc c'est quand même très fréquent. Éventuellement, Wendy, elle pioche ça, elle défausse une carte pour remplacer le jeton. Mais quand même, il y a de gros risques que l'arme s'enraye et que donc le tir soit pas efficace. Et si l'arme est enrayée, une action pour débloquer le mécanisme. Si vous êtes toujours engagé, c'est une attaque d'opportunité. Alors, dans les commentaires, quelqu'un fait remarquer que quand l'arme s'enraye, l'attaque est automatiquement ratée,
Ce qui veut dire que si vous tiriez sur un ennemi engagé avec quelqu'un d'autre, vous blessez cet autre investigateur. Bon, thématiquement c'est bizarre et c'est très problématique. Voilà, bon je vais pas en dire grand chose, moi je l'ai jamais joué, ça m'inspire pas trop. À côté de ça, on a par exemple l'arc décoré, niveau 3 aussi, qui coûte 4, qui occupe les 2 mains, qui a une seule munition, qui ne peut jamais en avoir plus dessus. Action, dépenser munitions, combattre, cette attaque utilise l'agilité au lieu de la force. Vous gagnez plus en agilité, infligez plus de dégâts pour cette attaque. Action, vous encochez une nouvelle flèche, placez une munition sur l'arc décoré. Donc, même niveau, une ressource de plus, ça occupe également les 2 mains. On part avec une seule munition. On combat à agilité plus 2 au lieu de force plus 3. Par contre, pas de risque que l'attaque échoue parce qu'on a pioché le mauvais jeton. On a également une attaque d'opportunité si on doit encocher la flèche, comme on avait une attaque d'opportunité si on débloquait le mécanisme. Par contre, le vieux fusil de chasse est limité à 3 munitions, commence avec 3 munitions. L'arc décoré commence avec une munition, mais si vous dépensez les actions nécessaires, vous avez autant de tirs que vous le souhaitez. À noter que si le vieux fusil de chasse s'enraye, éventuellement, la chose à faire c'est de jouer action désespérée. Un événement de niveau 0, qui coûte 0, qui a 2 icônes de force, tactique, stratagème. En tant que coup supplémentaire pour jouer action désespérée, choisissez et défaussez de votre main ou de votre zone de jeu un soutien objet qui occupe au moins un emplacement de main. Combattre, vous gagnez plus X en force et infligez plus un dégât pour cette attaque, X étant égal au coût imprimé du soutien choisi. En cas de réussite, si le soutien choisi était dans votre zone de jeu, gagnez X ressources. Vous êtes engagé avec un ennemi, le vieux fusil de chasse s'est enrayé, vous le défaussez avec action désespérée et vous faites une attaque à force plus 3, dégâts plus 1, qui vous rapporte 3 ressources. Carte suivante, carte neutre, le thermos, un soutien de niveau 0 qui coûte 4, objet, utilisation 3 provisions, action, dépenser une provision, incliner le thermos, soigner un dégât d'un investigateur dans votre lieu, 2 dégâts à la place s'il a au moins 2 traumatismes physiques, action, dépenser une provision, incliner le thermos, soigner une horreur d'un investigateur dans votre lieu, 2 horreurs à la place s'il a au moins 2 traumatismes mentaux. Alors, la carte n'occupe pas d'emplacement mais coûte 4, ce qui est quand même beaucoup. 3 utilisations. En début de campagne, vous attendez à soigner un dégât ou une horreur, uniquement sur un investigateur. Un dégât ou une horreur par action, c'est pas très rapide. 2 à la place s'il y a 2 traumas, physiques ou mentaux. Moi je trouve que c'est pas rapide, c'est cher. L'exception ça va être Calvin Wright, vu que se prendre des traumas ça fait partie de la façon de le jouer, mais qu'il faut toujours le garder un peu sur la corde raide. Il faut qu'il se blesse pour augmenter ses compétences, mais pas trop pour ne pas être vaincu avant la fin du scénario. Donc carte suivante, justement la carte hémisphérique, un soutien de niveau 3 qui coûte 2, qui occupe un emplacement d'accessoires, objet, relique. Tant que votre lieu actuel est connexe à au moins 2 autres lieux, vous gagnez plus 1 en volonté et plus 1 en intelligence. Tant que votre lieu actuel est connexe à au moins 4 autres lieux, vous gagnez plus 1 en volonté, plus 1 en intelligence supplémentaire. Donc un accessoire qui, si vous êtes en bout de couloir, vous donne aucun bonus. Si vous êtes en milieu de couloir, vous avez plus 1 en volonté, plus 1 en intelligence. Et si vous êtes un carrefour, donc qui est connexe à 4 autres lieux, au total plus 2 de volonté et plus 2 d'intelligence. Autrement dit, la plupart du temps, il faudra s'attendre à avoir plus 1 de volonté et plus 1 d'intelligence, et occasionnellement, un plus 1 et plus 1 additionnel. Bon,
Moi je trouve que ça entre en compétition avec d'autres cartes. Dans le pack Le Salaire du Péché, il y a l'appareil photo à souffler. Un soutien de niveau 0 qui coûte 2, qui occupe un emplacement de main, qui a les traits objet et outils. Réaction. Après que le dernier indice de votre lieu a été découvert, placez une ressource prise dans la réserve de pions sur cette carte en tant que preuve, limite d'une fois par partie pour chaque lieu. Tant que l'appareil photo à souffler a au moins une preuve, vous gagnez plus 1 de volonté, au moins 2 preuves, vous gagnez plus 1 d'intelligence, au moins 3 preuves, vous gagnez plus 1 de santé mentale. Donc, l'appareil photo à souffler, une fois que vous avez mis 2 preuves dessus, vous avez le plus 1 permanent. La carte hémisphérique, c'est pas permanent. Par contre, la carte hémisphérique, vous avez le bonus dès que vous l'avez joué. L'appareil photo à souffler fera attendre d'être dans 2 lieux différents au moment où le dernier indice est pris. Mais l'appareil photo à souffler, très bonne carte par exemple pour un Roland Banks solo, dès le début de la campagne. Autre concurrent, la clé de Saint-Hubert dans le pack Sous les étoiles noires. Carte mystique de niveau 0 qui coûte 4, qui occupe un emplacement d'accessoires, traits, objets et charme. Vous gagnez plus en volonté, plus en intelligence et perdez 2 de santé mentale. Réaction, quand vous devriez être vaincu à cause des horreurs, défaussez la clé de Saint-Hubert, soignez immédiatement 2 horreurs. Donc là vous avez votre plus 1 dès que vous jouez la carte, et encore une fois, je l'ai déjà dit plein de fois, le moins 2 de santé mentale et le soin de 2 horreurs fait que vous pouvez encaisser 2 horreurs de plus sur une campagne. Sur une partie, sur un scénario. Alors, la clé de Saint-Hubert, pour moi, c'est un classique. La clé de Saint-Hubert, ça entre dans tous les decks mystiques qui ont une bonne intelligence et qui vont faire plusieurs enquêtes à l'intelligence. Ça pourrait entrer aussi dans un deck chercheur qui va lancer. La clé de Saint-Hubert, elle entre aussi bien dans les decks chercheurs qui lancent quelques sorts, typiquement Daisy. Et je trouve que c'est une carte très efficace dans un deck Caroline Fern. Caroline Fern, de mémoire, elle a 4 en volonté et 4 en intelligence. Elle a accès à des cartes chercheurs. Elle a aussi accès à des cartes mystiques. Elle a accès au sort dont j'ai parlé plus tôt dans la vidéo, l'éclipse sanglante. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est une bonne carte de boost pour elle. Voilà. Du coup, la carte hémisphérique, parce qu'à la base je parlais de ça, moi je ne l'ai jamais utilisée, je me vois mal l'utiliser, j'ai l'impression qu'il y a toujours mieux, à moins éventuellement de connaître le scénario, de savoir que il y a plusieurs lieux qui sont connectés, comment dire. Si vous avez des lieux en forme un peu de grille, comme dans les masques de minuit, il y a peu de lieux qui sont en bout de chaîne, donc tous les lieux sont connectés, quasiment tous les lieux sont connectés à au moins 2 autres, donc vous avez quasiment tout le temps votre bonus de plus 1 et plus 1. Et éventuellement, il doit y avoir 1 ou 2 lieux connectés à 4 autres lieux. Donc, si vous connaissez un scénario que vous savez que il y a des... plus d'une fois vous aurez un plus 2, là, c'est intéressant, mais la plupart du temps, je trouve qu'il y aura mieux. À moins, parce que j'ai cité une carte en chercheur, j'ai cité une carte en mystique. Effectivement, si vous jouez gardien ou truand ou survivant, que vous n'avez pas accès aux autres cartes citées, là, effectivement, c'est peut-être la meilleure solution. Mais bon, c'est pas une carte qui me convient. Qui me convainc, pardon. Carte suivante. Alors, dans ce pack, il y avait combien que je vérifie? 4 cartes neutres? Non, 3 cartes neutres. Le Fendoir Vétuste, c'est un soutien de niveau 5 qui coûte 5, qui occupe une main. Trait, objet, relique, arme, corps à corps. Action, si le Fendoir Vétuste est redressé, combattre, vous gagnez plus 2 de force, infligez plus 1 dégât pour cette attaque. Action, inclinez le Fendoir Vétuste, combattre, vous ajoutez votre volonté à votre valeur de combat pour cette attaque. Cette attaque inflige plus 3 dégâts. Si un ennemi élite est vaincu par cette attaque, piochez 3 cartes, maximum d'une fois par partie. Alors, à noter, le une fois par partie, ça concerne tout l'effet. Donc, une arme qui occupe une main, ok. Attaque à force plus 2 qui inflige plus 1 dégât, c'est
mieux que les armes basiques. Et une fois par partie, vous combattez à force plus volonté pour infliger plus 3 dégâts. Si vous arrivez à vaincre un ennemi élite grâce à cette attaque, vous piochez 3 cartes. C'est un effet extrêmement puissant. Moi je me pose un peu des questions, j'ai encore jamais joué cette carte, je me pose un peu des questions sur l'utilisation à capacité maximale, parce que si vous utilisez votre meilleure arme pour vaincre un ennemi élite, c'est probablement que c'est le dernier ennemi élite du scénario, et dans ce cas-là, vous ne piochez pas les cartes, et si vous utilisez ça sur un ennemi avant la fin du scénario, vous avez intérêt à ce que les 3 cartes piochées vous permettent de remporter le scénario, soit en tuant le dernier monstre, enfin le dernier ennemi à combattre, soit en vidant de ces indices le dernier lieu à vider. Donc la carte est géniale, enfin le deuxième effet est génial, le premier effet, c'est une bonne arme, mais elle a quand même coûté 5 points d'expérience et 5 ressources, mais le deuxième effet va compenser, mais il y aura... Si vous connaissez pas le scénario, vous serez tenté de vous dire « Ah, il y a peut-être un ennemi pire après, et vous arriverez peut-être pas à l'utiliser au bon moment. Alors à noter, c'est une relique, donc le docteur Eli Horowitz peut la tutorer, la mettre en jeu sans avoir à payer les 5 ressources. D'ailleurs, comme carte élite, comme carte relique, qu'est-ce qu'on a ? L'armure des Ardennes, la lame enchantée, le miroir sacré, la dent d'Estli, disque d'Itsamna, manuscrit narcotique, pierre ancienne, crâne décoré, des porte-bonheur, la clé squelette, il y en a un certain nombre. À noter, c'est une arme relique, et il y a certains ennemis, encore une fois je vais pas divulgacher, mais il y a des ennemis qui sont sensibles aux reliques. Comme autre arme relique, il y a la lame enchantée, niveau 0, niveau 3, il y a l'atamé spirituel, il y a l'arc décoré. Donc dans un scénario, toujours pareil, si vous connaissez le scénario, si vous savez qu'il y a beaucoup d'ennemis sensibles aux armes reliques, le Fendoir Vétuste est d'autant plus intéressant. Encore une fois, moi je l'ai jamais intégré. Un combattant niveau 0, je vais lui mettre machette, je vais lui mettre Colt 32, 45 automatique. Si c'est un truand, ça sera des armes moins intéressantes comme Cran d'arrêt ou des ringers. Chercheur, j'ai pas encore trop joué ça en solo polyvalent, en combattant pur jamais, mais je le ferai jamais je pense. Mais en polyvalent j'ai jamais fait. Daisy, si je veux qu'elle combatte, je lui donne des sorts. Même chose pour Caroline Fern. Et quand j'ai des points d'expérience pour améliorer les armes, je vais avoir par exemple la matraque de niveau 2, avec 3 ou 4 investigateurs, c'est très efficace. Je vais avoir le Colt 32 de niveau 2, je vais avoir la Thompson de niveau 3, le bar qui doit être de mémoire de niveau 4, le fusil éclair de niveau 5. Chez les truands, il y a la Thompson de niveau 3, il y a la sulfateuse, il y a Deringer écran d'arrêt de niveau 2 si ma mémoire est bonne. Donc Fendoir Vétuste, je vois pas dans quel genre de deck je le mettrais. L'arme est très bonne, mais ça a pas l'air de correspondre à mon style de jeu. Voilà, c'était la dernière carte. Du coup, un petit récap. Les menottes, je suis un peu dubitatif, parce que, notamment chez les gardiens, en général, la gestion d'ennemis chez un gardien, c'est du combat. Donc peut-être chez Caroline Fern, quand il y a des ennemis qui se retrouvent rapidement avec des fatalités sur eux et qui font avancer trop rapidement le scénario. Éclipse sanglante, ça peut faire 4 dégâts d'un coup, combat à la volonté, les gardiens ont 3 ou 4. Donc là, ils combattront avec une capacité de 3 à 7, selon les cas. Il y a quelques cartes pour booster. Caroline Fern, qui n'a pas accès aux armes, elle peut utiliser ça. Vous tombez sur un ennemi coriace, vous pouvez le tuer éventuellement en un coup, il faudra juste faire attention aux dégâts. Nourrir l'esprit, à 3 reprises, ou plus si vous rechargez cette carte, vous allez piocher a priori 3 cartes, mais potentiellement 4, 5, 6, si vous boostez bien votre test
et que vous avez de la chance en piochant le jeton. Une carte toujours intéressante, mais notamment dans un deck Minty Fan qui va vouloir charger sa main de compétences à attribuer. Colt de poche, pour 2 ressources seulement, vous faites 5 tirs à +1 et +1, mais vous le défaussez à la fin du round, donc il va falloir trouver des solutions pour tirer avec lui un maximum de fois, idéalement le poser sans que ça vous coûte d'action, et donc sans que vous preniez une attaque d'opportunité, et multiplier les actions, je crois que j'ai déjà dit. Enfin bref, une arme de niveau 0 intéressante dans tout deck truand qui a un peu de gain d'action. Coup de grâce, je sais pas trop, un dégât direct à un ennemi dans le lieu, qui peut être distant, et si l'ennemi est vaincu, vous piochez une carte. Mais ça vous fait terminer votre tour. Alors pas d'attaque d'opportunité, ça c'est bien, mais peut-être pour s'occuper des petits ennemis distants, ou pour contribuer au combat contre un ennemi qui a une valeur de combat très élevée. Je sais pas, je crois que c'est jamais rentré dans un de mes decks, il y avait toujours... c'était toujours éliminé lors de la dernière sélection. Alors, coup de grâce, la clé squelette, vous baissez votre lieu, vous baissez la valeur occulte de votre lieu à 1. C'est valable pour tous les investigateurs, ça vous prend une action pour mettre la clé, une action pour la retirer, mais ça, sur le bon lieu, ça booste tellement vos chances de trouver un indice, et ça diminue tellement le coût du gain d'indice avec Lola Santiago que pour moi c'est vraiment... c'est une excellente carte d'enquête en truand. Vous faites un truand spécialisé en enquête, vous lui mettez la clé squelette. Brume de relier de niveau 4, 5 utilisations, plus 3 en volonté. Vous vous déplacez vers un lieu connexe après avoir réussi votre évasion. Et le contre-coup, c'est simplement de choisir et défausser une carte de la main. Une excellente carte d'évasion chez les mystiques. Faire avec les moyens du bord. Vous trouvez le moyen de le défausser, ce qui n'est pas dur en survivant. Et vous le jouez depuis votre défausse, -1 de valeur occulte, 2 indices d'un coup, si vous réussissez. Vraiment très bon. D'autant qu'en, encore une fois, en solo, vous ne verrez pas beaucoup de lieux avec 3 indices. Donc si vous avez une autre petite carte à côté, une lampe torche ou un journal, ça vous, je pense, ça vous booste quand même bien votre enquête. Vous avez juste à le défausser. Vieux fusil de chasse, 3 dégâts en un tir, qui est fait à force +3, c'est très bien, mais les risques d'enrayement sont trop élevés. Donc moi je ne le joue jamais, je ne m'imagine pas le jouer. Pour le moment. Thermos, 3 provisions avec une provision, un dégât ou une horreur retirée d'un investigateur dans le lieu, 2 ou 2 s'il y a 2 traumas physiques ou 2 traumas mentaux. Moi je trouve que au final ça coûte trop. Il faudrait soit vous jouer ça chez Calvin ou dans un deck, ou dans un autre deck mais dans une campagne dans laquelle Calvin est joué, ou vous trouvez mieux. Pas ouvrages médicaux, premiers soins, soins d'urgence, persévérance, clarté de l'esprit, pipe analgésique, etc., etc. Carte hémisphérique, dans certains scénarios, vous aurez de temps en temps des +2 et +2, mais aucun gain et de temps en temps, et la plupart du temps, +1 et +1. C'est moins bien que toutes les autres cartes qui donnent +1 en volonté et +1 en intelligence, mais par contre c'est une carte neutre. Bon, pas convaincu. Et Fendoir Vétuste, ça coûte 5 XP, ça coûte 5 ressources, c'est énorme. Une attaque, l'attaque réutilisable +2 et +1, c'est bien. Et l'attaque unique qui est géniale. Mais comme c'est niveau 5, ça coûte 5 ressources, je pense que ça sera réservé à des decks qui n'ont pas accès à des armes, on va dire, dignes de ce nom. Donc par exemple, vous jouez en duo, Ursula Dons, vous jouez Ellie Horowitz, vous mettez peut-être une copie de Fendoir Vétuste. S'il y a un gros combat qui s'annonce, vous essayez de récupérer le Fendoir Vétuste pour assister le combattant. Et je viens de vérifier, Caroline Fernel peut pas utiliser cette carte vu que c'est une arme de niveau supérieur à 0. Bon, voilà, c'est tout pour ce pack. Alors comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo.
à noter sur le planning. Donc les profondeurs de Yos, c'est l'avant-dernier pack de la civilisation oubliée. Je vais prochainement enregistrer, bon aujourd'hui on est le 11 octobre, je vais prochainement enregistrer Paradoxe temporel. Ensuite il me restera enregistré Dans les griffes du chaos et Devant le trône noir. J'attends actuellement que soient publiés les scans du renouveau de Carcosa et que soient traduits les dévoreurs de rêves. Les dévoreurs de rêves, je le ferai en 4 vidéos, ou 5, et en fonction du temps que j'aurai, je publierai 1 ou 2 vidéos par semaine, sachant que je vais peut-être, comme il y a une boîte tout entière à présenter, je vais peut-être arrêter temporairement l'alternance déballage ou redéballage et autre chose. Je vais peut-être consacrer tout un mois à cette boîte-là. Bon, ben voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des commentaires, poser des questions, faire des remarques, suggérer des choses ou des combos. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.